Monsieur Veltou, oui, je disais que vous êtes un maire heureux, puisqu'en termes d'emploi, vous avez pu faire des annonces intéressantes aussi. Alors, sur la question de l'emploi, effectivement, on a parlé de santé, mais la question de l'emploi, elle est tout aussi prégnante sur un territoire comme le nôtre. Mais avant de parler des problématiques territoriales, moi, je voudrais que, si jamais la gauche sort majoritaire de ces élections législatives, je voudrais qu'on ne détricote pas par idéologisme mal placé tout le travail qu'a fait Nicolas Sarkozy, qu'on soit capable de voir que même si, effectivement, après chacun prend ses responsabilités, il y a des choses à reprendre peut-être, mais qu'on regarde, on reconnaisse aussi qu'il y a des choses qui ont très bien marché et des choses qui ont été lancées qui sont positives. On parlait, Jean-François Robinet parlait tout à l'heure d'innovation. Le grand emprunt, les applications du grand emprunt, ce que le grand emprunt va permettre comme investissement d'avenir dans des secteurs comme les biotechnologies, comme on parlait de santé, de la médecine, etc. Toute la politique du grand emprunt, je souhaiterais, et en tout cas si je suis élu député, face à un gouvernement de gauche, je me battrai pour qu'on ne détricote pas ça, parce que je crois que c'est ce qui permettra à la France d'acquérir des points de compétitivité supplémentaires en permettant des investissements qui sont majeurs sur les grands domaines que je citais et bien d'autres. Il y a aussi la taxation des heures supplémentaires. La défiscalisation des heures supplémentaires. Je pense que c'est un acquis aujourd'hui qui est reconnu, qui a fait fonctionner, qui est plébiscité par les entreprises et qui a fait fonctionner l'économie. Il serait bon, là aussi, que si la gauche gagne ces élections législatives, on ne revienne pas dessus. Bon, je ne vais pas me lancer plus loin dans la litanie des choses, mais vous avez parfois, Madame Sarkissian, je comprends votre engagement et je le respecte complètement, mais vous avez, par principe, dès que ça a été fait par Nicolas Sarkozy, une envie forcenée de tout détruire. Et je pense que notre pays ne peut pas progresser par ces retours de balancier permanents, mais au contraire, par une analyse de ce qui, au contraire, peut avoir marché. Et on peut reconnaître que des choses peuvent fonctionner sans revenir en arrière. Voilà. Non, mais c'est un appel au bon sens et à la raison. Sur l'emploi du Sud, et le maire de Bagneux, qui est au premier rang, le sait, on a perdu, 5 000 emplois, 4 600 ces dernières années, emplois notamment industriels dans le pays de Nemours et dans toute la vallée du Loing. Effectivement, notre territoire a payé chèrement l'évolution de notre économie vers une économie qui est de moins en moins industrielle. Pour rester sur les considérations territoriales, je crois qu'effectivement, il y a différents leviers sur lesquels jouer. L'époque de la grande entreprise qui, tout d'un coup, viendrait déverser des centaines, voire des milliers d'emplois est terminée, et ce n'est pas le modèle après lequel il faut courir. Je pense qu'il faut, d'une part, jouer sur le volet de la formation et de l'enseignement supérieur. On est un territoire qui, même s'il y a un IUT, et rendons à César ce qui appartient à César, vous voyez, c'est un début, mais on manque d'enseignement supérieur. Les bacheliers du Sud-Seine-et-Marne sont les bacheliers qui accèdent le moins à l'enseignement supérieur, à l'enseignement post-bac, compte tenu de l'éloignement des lieux de formation. Et ça n'est pas acceptable. Il faut qu'on arrive à développer des filières sur place. Et c'est un travail que j'ai entamé au niveau de l'agglomération, avec d'autres, avec l'agglomération de Melun notamment, une réflexion avec l'agglomération de Melun, mais il faut aller beaucoup plus loin sur ce sujet. La deuxième chose, c'est de travailler à valoriser les initiatives qui peuvent être locales. C'est-à-dire que l'exemple de la pépinière qu'on a lancée il y a 2 ans doit être multiplié, doit être démultiplié. On doit créer des pépinières sur des bassins industriels en reconversion. La région, le département, l'État doivent accompagner l'essor de ces pépinières qui permettent à des porteurs de projets de trouver des lieux où ils sont confortés, encadrés pour les premières années de leur vie. Et puis après, leur projet fonctionne ou leur projet ne fonctionne pas, mais au moins on a aidé à l'émergence d'entreprises. La troisième chose, c'est qu'il faut avoir une politique assez active en matière de prospection pour attirer des entreprises. J'accueille demain le PDG de Picard et je suis très content que demain le PDG de Picard puisse venir annoncer qu'il se conforte, qu'il conforte son installation à Fontainebleau avec l'arrivée d'une autre entreprise de bâtiment. Au total, c'est 80 emplois nets qui vont être créés. Alors vous me direz 80 emplois nets par rapport aux 4600 qu'on évoquait, c'est sans doute une goutte d'eau, mais c'est ces petites gouttes d'eau mises les unes à côté des autres qui permettront que notre territoire passe d'une économie peut-être assez industrielle, au moins dans sa partie sud, à une économie plus diversifiée,
et faisant émerger des PME. Puis la quatrième chose que je voudrais souligner, c'est que moi je suis lassé, un peu comme mon voisin l'a cité tout à l'heure, mais que depuis des années, on se contente de constater qu'on serait entre la réserve d'Indiens, les oubliés de l'Île-de-France, enfin voilà, espèce de litanie qu'on entend depuis des années, que certains, je veux dire, ont théorisé à l'infini, mais les discours n'ont pas changé. Je crois qu'aujourd'hui, les territoires qui réussissent sont les territoires qui savent faire travailler ensemble les collectivités locales, les différents intervenants, à partir de projets qui sont précis. Il n'est pas satisfaisant de savoir qu'il y a plus de 10 000 personnes qui, chaque matin, prennent le train pour se rendre sur leur lieu de travail, parfois à plus d'une heure et demie de leur lieu de domicile. Il y aura toujours, et heureusement, des gens qui, habitant ici, iront travailler à Paris. Ce n'est pas le sujet. Simplement, on doit pouvoir rééquilibrer ça. Ça n'est pas logique, parce que derrière, c'est des modes de vie qui sont compliqués. C'est des personnes qui, compte tenu du coût de l'immobilier dans le cœur de la région francilienne, sont obligées d'aller chercher des maisons peu chères, accessibles, de plus en plus loin, mais derrière vivent, je veux dire, quasiment un enfer, puisqu'ils ont quasiment parfois 3 heures de transport. Donc il faut absolument ramener de l'emploi sur le territoire, et pour ça, se serrer les mains, se serrer les coudes. Dernière chose, on a fait de l'emploi administré, ça s'appelait le groupement, le GIP Sud-Seine-et-Marne, ça n'a pas fonctionné. L'État, la région et les départements ont mis énormément d'argent. On a mis de l'argent, il faut le dire, à fond perdu. C'est, j'allais dire, un vrai échec. Ça a été mis en place en 2005. J'en ai fait partie. J'ai cru en cette idée. J'ai pensé que c'était une bonne manière de faire. Ça n'a pas du tout donné ce que ça devait donner. On n'a réussi à amener aucun emploi supplémentaire avec ce GIP. Il faut demain changer de méthode. Et ça n'est pas en faisant de l'emploi administré qu'on y arrivera. C'est en étant au contraire en créant les conditions favorables, soit à l'émergence, soit à l'accueil d'emplois et d'entreprises. Merci. Je suis désolé, M. Robinet. On doit passer à la troisième thématique, mais c'est vous qui allez débuter. Troisième thème, la dépendance et l'accessibilité pour les handicapés. La population française vieillit, la question de la dépendance est devenue un enjeu majeur. C'est particulièrement vrai dans les cantons ruraux où l'accès aux services est parfois compliqué. Dans le même temps, les services publics ou les commerces sont rarement accessibles aux handicapés quand la loi exige une mise aux normes pour 2015. Quelle solution? Jean-François Robinet, c'est à vous. Vous savez, actuellement, toutes les communes et toutes les communautés de communes en particulier, parce que ça passe par là, sont penchées sur le problème. Moi, là, j'ai des travaux qui commencent la semaine prochaine pour les handicapés. Et d'ailleurs, ma mairie, il y a un petit square. Il n'y aura plus de square, il y aura une rampe handicapée. Bon, c'est la loi, c'est utile et nous allons faire partout. Nous n'avons qu'un bureau de vote parce qu'il n'y a qu'un endroit où on peut accéder. Et j'espère que l'année prochaine, il y en aura 2 pour refaire 2 bureaux de vote. Mais partout, tout le monde a bien sûr l'intention de suivre cette loi, et c'est grâce à travers les communautés de communes qui ont plus de moyens, évidemment, que les communes toutes seules que ça va se faire, et ça va se faire. Mais vous m'avez quand même coupé la parole, ça m'embête tout à l'heure sur l'enseignement supérieur. Malgré tout, c'est quand même très important, c'est capital. Fontainebleau, on est en train de perdre, on perd ici Gestel, par exemple. Bon, je voudrais que tous ceux qui sont élus nous aident, fassent quelque chose, parce que le conseil général, il n'a qu'une idée en tête, c'est un peu comme les autres, d'aller à Saclay. C'est de tout mettre à Marne-la-Vallée, ou à Melun-Sénard. Voilà, tout là-bas. On pourrait y revenir tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Non, mais moi je suis au conseil général, mais là je m'y oppose. Mais ils veulent tous mettre, voilà. Et si Gestel part à Villejuif rejoindre une boîte qui s'appelle Les Frais. D'accord, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, le thème qui est développé, c'est dépendance handicap. Donc on est à l'autre bout de la chaîne. D'accord, parce que ça c'est un sujet quand même important si on veut conforter l'enseignement supérieur. Pas de souci pour y revenir. Ok, voilà. Donc sur la dépendance, c'est votre dernier mot, j'allais dire Bah oui, on s'y attaque, voilà, et on aurait plus d'argent, ça irait plus vite. C'est tout ce que je peux vous dire. On le fait. Qui souhaite prendre la parole sur ce thème? Ah, on a moins de candidats que pour l'emploi. Oui, sur la dépendance des personnes handicapées, on connaît les données du problème. Il y a eu un grand débat national l'année dernière sur le sujet. Il y a aujourd'hui 6 millions de personnes de plus de 75 ans. Ça représente un peu moins de 10% de la population. On va passer d'ici 2025 à 11 millions, donc on va quasiment doubler. Il y a le problème effectivement de la prise en charge et du financement de la dépendance, les problèmes de l'accompagnement, le problème des aidants, comment les aidants sont aidés, puisqu'il faut bien les aider. On sait que c'est la cohabitation avec quelqu'un qui est en grande dépendance, voire avec quelqu'un qui est atteint, touché par la maladie d'Alzheimer. C'est très compliqué, c'est épuisant psychologiquement, et souvent il y a des situations de détresse non dites qui, j'allais dire,
existent souvent à 2 pas des uns et des autres et qu'on ne connaît pas. Et donc il y a là une grande réforme du financement de la dépendance à faire. Le gouvernement précédent, petite pierre dans notre jardin, ne l'a pas fait effectivement alors que c'était annoncé. On comprend, compte tenu de la situation économique générale, que ce chantier a eu besoin d'être reporté. Ça, de toute façon, ce chantier sera inévitablement, qu'il le veuille ou non, mais je crois qu'il le veut aussi, dans les tablettes du prochain gouvernement, dans les urgences du prochain gouvernement. C'est un sujet qui est majeur. Il y a les initiatives des collectivités locales, Jean-François Robinet en a dit un mot, mais aujourd'hui, ces initiatives butent sur les problématiques de financement. Les conseils généraux voient leur budget de plus en plus grévé par les dépenses sociales, au détriment de tout le reste de leur politique, et ça n'est pas prêt de changer. Et donc, comment on accompagne une société qui vieillit avec des personnes qui, comme je le disais tout à l'heure, vivent de plus en plus longtemps chez eux, parfois touchées par des multipathologies, qui pèsent sur des familles, qui sont souvent démunies, pas que psychologiquement, mais aussi économiquement. C'est une grande question que la société française doit se poser. Ça sera sans doute un des très grands débats des prochains mois. Qui souhaite réagir? Madame Pays? Madame Sarkissian? Par rapport aux difficultés que visiblement, fort heureusement, Samoa rencontre peut-être moins que d'autres collectivités, ou en tout cas s'attelle à en faire une priorité avec plus d'énergie, pour y consacrer donc une mise en accessibilité des bâtiments. Je crois qu'il y a une agence de financement qui pourrait être prévue au niveau national pour appuyer les collectivités qui rencontrent des difficultés pour l'accessibilité des bâtiments, qui, compte tenu de certaines configurations, n'est quand même pas facile pour certains financements. Après, sur la grande réforme de la dépendance, je crois que ce qui va prévaloir dans la réflexion actuelle du gouvernement, c'est le principe de solidarité nationale pour que toutes les personnes, quel que soit leur revenu, puissent bénéficier d'accueil, d'accompagnement à domicile durant ces dernières années de vie qui sont fondamentales. Donc, je sais que c'est une réforme difficile, je comprends parfaitement. Je sais, M. Valtou, aussi très, très sensible à ce qu'il n'y ait pas de fièvre idéologique de gauche qui monte trop tôt, trop haut, mais ne vous inquiétez pas, je crois qu'il y aura une réflexion concertée qui prendra toute la mesure de ce qui est supportable par les ménages en termes de fiscalité, de tout ce qui permettra, à mon sens, d'être à la fois juste et équitable au regard des revenus de chacun. Mais c'est vrai que ça sera un dossier prioritaire pour le futur gouvernement que de pouvoir assurer le financement de ces dernières années de vie et de tout ce qui est nécessaire pendant ces dernières années de vie, et j'y tiens particulièrement. Madame Pays. Il est vrai qu'une réforme de la prise en charge de la dépendance est devenue incontournable avec le vieillissement de la population. Le nombre passera de 800 000 à 1 200 000 en 2040. Et se pose le problème de l'équilibre à trouver entre solidarité familiale et solidarité collective pour la prise en charge de la dépendance. La mise en place de soutien à domicile et de qualité devra passer par l'adaptation des logements aux contraintes de la part d'autonomie et la professionnalisation, j'en parlais tout à l'heure, des emplois d'aide à domicile, la formation de ces personnes, la pérennisation de ces personnes. La prise en charge en établissement ne devra pas être pour autant négligée, en créant notamment, et je le souhaite, une allocation d'hébergement en établissement, fusionnant des ressources dispersées jusque-là de façon à mieux ajuster les tarifs de ressources aux personnes handicapées. Mais, vous parliez d'aidants. Dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. Vous parliez d'aidants et il faut, pour aider ces personnes, c'est vraiment la demande d'autonomisation des personnes handicapées et qui est très important, et en apportant un soutien financier à l'aménagement des logements, mais aussi en développant l'accessibilité au transport, à la culture, au sport, pour leur garantir les conditions de l'exercice plein et entier de leur citoyenneté. Voilà, et je parlerai aussi des élèves handicapés à l'école avec la loi de 2005, en augmentant signification le nombre d'AVS, en les intégrant à l'éducation nationale et en leur garantissant là aussi une professionnalisation. Et nous sommes aujourd'hui à la journée de solidarité
et nous rappelle que nous devons engager rapidement une réflexion sur le financement du 5e RIS. Et comme vous l'avez dit, la population des 75 ans sera multipliée par 2 entre 2000 et 2040 pour atteindre plus de 10 millions de personnes. Et là, nous devons vraiment avoir aussi, comme disait Mme Sarkissian, vraiment la solidarité doit être importante. Et je dirais à ce propos que... par exemple, dans une ville comme Rennes, mais aussi des exemples en Allemagne, les personnes handicapées ou les personnes des maisons de retraite sont construites à l'intérieur de campus, à l'intérieur, à Rennes précisément, au milieu d'autres structures. Et ça, c'est la solidarité entre générations qui doit être très importante et qui doit retrouver tout doit être mis en œuvre, parce que les aidants, ça peut être aussi des jeunes, et retrouver aussi les personnes âgées qui peuvent retrouver vraiment un intérêt à aider d'autres personnes. Et c'est ça que je voulais développer aussi. Merci. Et pour conclure, Madame Piot, sur ce thème. Bon, c'est encore une fois un thème que je connais bien, puisque ça recoupe également les sujets sur lesquels je travaille. C'est mon métier aujourd'hui d'essayer d'accompagner du mieux que je peux donc les projets de vie de personnes qui sont dépendantes, notamment du fait d'un handicap. Alors là, j'aurais envie de dire, j'ai vécu au quotidien la difficulté entre cette espèce de fossé qu'il peut y avoir entre des plans qui sont établis au niveau de l'État, au niveau du département, et puis ce que l'on vit au quotidien. Donc effectivement, comme l'a dit tout à l'heure M. Robinet, il y a des règles qui font qu'à un moment donné, une structure doit se doter d'un plan incliné pour pouvoir améliorer l'accessibilité. Effectivement, il y a à un moment donné un plan qui dit là, il faudrait tant de places. Voilà. Je crois que quand on le vit au quotidien, nous les professionnels, ou les bénévoles d'ailleurs, en fait la réalité est tout autre. C'est parfois très compliqué de mettre en place, d'arriver à suivre toutes ces réglementations. Donc mon travail effectivement sera d'arriver à réconcilier en fait ces deux aspects-là, parce qu'il est utile qu'il y ait des réglementations, il est utile qu'il y ait des lois qui permettent de mieux encadrer le fait que les bâtiments soient faits comme ci ou comme ça, qu'ils respectent mieux l'environnement et que tout ça soit extrêmement normé. Mais en même temps, c'est très compliqué à adapter au quotidien, et parfois, et je l'ai vécu, on est obligé de faire l'impasse sur la création de 1, 2, 3 places, parce qu'il y a des règles plus contraignantes qui font que ça n'est pas possible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des règles, mais je dis que j'ai envie de travailler à ce que ça soit mieux articulé, et que effectivement les lois soient applicables après plus facilement, et que les plans qui sont produits par les politiques publiques de l'État en fait puissent être ensuite redescendus et vraiment retravaillés beaucoup plus en local, en allant sur les articulations. Une dernière petite chose, bon, ça a été dit aussi, je crois qu'il y a l'aspect proximité. On a vraiment besoin d'aider beaucoup plus, enfin d'aider les aidants. Donc c'est à la fois un moyen également de développer des emplois. Bon, j'ai travaillé, donc je l'ai dit tout à l'heure, à Partage 77. Donc là, toutes ces structures sont en train de se professionnaliser énormément pour pouvoir apporter justement des soutiens de professionnels aux familles qui ont encore bien souvent la charge en fait, de personnes en situation de dépendance. Donc là, je crois qu'il y a énormément d'enjeux, à la fois des enjeux pour recréer de l'emploi. Il y a également possibilité de faire des belles carrières, pas dans l'idée de faire une carrière, mais accompagner une personne en situation de dépendance et de fragilité, c'est un beau métier. Et j'ai très envie que peut-être ça soit davantage encouragé, qu'on passe plus de la notion de projet de survie à des vrais projets de vie pour ces personnes en situation de dépendance. Très bien, merci. Vous allez garder la parole puisque nous allons passer à notre nouvelle thématique. C'est difficile. Hein. Oui. Oui, à la fin. À la fin. Pas de problème. Merci, ça me permet de... Non, vous parlerez tout à l'heure. Notre quatrième thème... La loi est dure, mais c'est la loi. Le logement. Sur l'agglomération de Fontainebleau, le déficit de logements sociaux est criant. Une situation plus que préoccupante pour de nombreuses familles. Avec la crise, la précarité gagne du terrain dans le sud de Seine-et-Marne, même si le projet de réhabilitation de la Faisanderie à Fontainebleau ouvre des perspectives. Isabelle Piot, à vous de jouer. Bien, alors j'enchaîne. Je ne prétends pas
bien connaître parfaitement tous les sujets. Un député, je ne pense pas qu'il soit capable de couvrir tous les champs. Moi, ma proposition, c'est simplement de dire qu'il y a des sujets sur lesquels je suis particulièrement compétente et il y en a d'autres sur lesquels j'ai des compétences moyennes. Alors évidemment, on peut travailler quand on est député, c'est même recommandé. Mais en tout cas, il y a des sujets sur lesquels bon, je ne vais pas forcément avoir un dialogue, un discours tout fait. Moi, je prétends, encore une fois, pouvoir apporter mon expertise sur des sujets précis pour avoir vécu au quotidien donc des difficultés ou voir de façon très précise comment les choses pourraient s'améliorer. Alors en matière de logement, le sujet sur lequel j'ai particulièrement travaillé, c'est le logement en fait, des personnes en grande difficulté sociale. Donc à nouveau, alors je ne vais pas refaire un catalogue des choses sur lesquelles j'ai travaillé, mais j'ai notamment travaillé sur des projets de résidence accueil pour les personnes handicapées, et notamment les personnes handicapées psychiques. Et donc là encore, bon, un très rapide mot, il y a encore beaucoup de choses à faire entre, encore une fois, ce qui est décidé par la planification au niveau de l'État, au niveau des plans départementaux, etc. Et puis ce qu'on peut appliquer ensuite en local. Donc à nouveau, il faut être pragmatique. Il faut pouvoir effectivement bien comprendre que après derrière tout cela, ça représente en fait des millions de budgets. Il y a la partie investissement, il y a la partie de fonctionnement. Tout doit être coordonné. C'est quelque chose très compliqué, effectivement sur ces sujets-là, particuliers de l'aide au logement pour les personnes les plus en difficulté, c'est sur ces sujets que je peux intervenir. Bon, je suis administratrice du centre d'hébergement d'urgence de Melun, par exemple, qui a également qui fait des choses sur le secteur ici sur le sud Seine-et-Marne. Et bon, c'est vraiment sur des sujets comme ça que je suis plus pragmatique et plus efficace. Un dernier point, je crois qu'encore une fois, il y a une question d'articulation à mettre en œuvre. Il faut effectivement pouvoir développer des solutions, par exemple mettre en place des systèmes de protection par rapport aux loyers impayés. Donc ça, ce sont des choses effectivement qui peuvent être décidées au niveau d'une loi. Et puis après, derrière, il faut avoir en local des observatoires qui permettent en fait de confronter ce qui est décidé au niveau de l'État et ensuite comment ça peut être appliqué au cas par cas sur les territoires. Et donc là encore une fois, donc sur la Seine-et-Marne et sur cette deuxième circonscription, moi je m'attacherai en fait à regarder au cas par cas quelles sont les difficultés, où est-ce qu'il y a des problématiques en fait d'accueil par rapport à certains types entre guillemets de population et essayer de résoudre ces problématiques-là au cas par cas de façon très pragmatique. Qui souhaite réagir? Il y a des problèmes de logement dans tout notre territoire. Bon, ce qui m'embête, c'est que je ne vais pas être gentil avec mon voisin de gauche. Ça, il va être assez fâché. Je crois qu'il a un peu l'habitude ces derniers temps. Il faut qu'il en prenne son parti. Mais là, franchement, les bars de la Faisanderie, la plaine de la Chambre, l'immeuble qui a été démoli, tout ça, ça fait combien d'années que ça dure? C'était les terrains militaires ou à l'ONF, il fallait les acheter par la Faisanderie. Et puis il y a eu des problèmes d'HLM. Il y avait un OPAC à Fontainebleau. Alors l'OPAC, à un moment donné, il a failli acheter ces terrains 6,5 millions. Et puis tout d'un coup, un beau chèque, vous avez pu le voir dans le journal, a été remis par le maire de Fontainebleau, président de l'OPAC, à M. Copé, son ami, enfin peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas à ce moment-là, un chèque de 14,5 millions d'euros. Alors évidemment, l'OPAC a été étranglé. Et l'OPAC, il a dû déposer le bilan. Ça s'est partagé en deux. Les foyers de Seine-et-Marne, ils ont pris la belle partie, la bonne partie, qui vont réhabiliter les bars de la Faisanderie. C'est pas facile, parce que le sol n'est pas solide, il paraît qu'il faut faire attention, on ne peut pas y mettre d'entreprise parce que c'est pas assez costaud. Mais enfin, ils ont quand même repris la plus belle partie qui allait se louer le plus cher. Le reste, c'est parti à l'OPH, c'est-à-dire l'office qui dépend du Conseil général, qui a repris tout ce qui était du côté de Champagne, tout ce qui était moins bien. Heureusement, vive le Conseil général de gauche dans ce cas-là, puisqu'il ramasse les miettes. Mais enfin, c'est un peu dommage, et donc ces bars, ça traîne, ça va enfin sortir. À quel prix les loyers? Ça fait quand même des années et des années qu'à Fontainebleau, on ne fait rien pour le logement. Alors je parle de Fontainebleau parce que je sais moins ce qui se passe ailleurs pour l'instant, mais je le saurai bientôt. Bon, on est sur des problèmes très locaux, donc on n'est pas sur une bataille municipale. On en a déjà livré tous les deux des campagnes municipales. Donc, mais on peut recommencer. Sur le dossier du logement, et pour répondre tout de suite à Jean-François Robinet, bon, peut-être qu'il faut que je lui explique un peu mieux les dossiers. Le chèque la proposition de l'État d'acheter la Faisanderie 4,5 millions d'euros, ça date de 2003, c'est-à-dire, moi je suis arrivé fin 2005 à la mairie de Fontainebleau. Donc je veux bien avoir les épaules larges et le chapeau large, mais... Ah, merci.
Bon, en tous les cas, donc c'est vrai qu'on a raté à ce moment-là. Et puis après, il y a eu la création de ce qu'on a appelé la LOLF, la loi d'orientation pour les finances publiques. Il y a eu la création d'un organisme qui s'appelle France Domaine. Et l'État, et en tant que contribuable et responsable politique de droite, je m'en félicite, a effectivement réévalué complètement sa politique d'évaluation des transferts de biens. Et donc, effectivement, a cessé de faire des cadeaux, entre guillemets, aux collectivités locales, mais à évaluer les biens qu'ils vendaient aux collectivités locales selon les prix du marché. Donc effectivement, ce qui avait été proposé à 4,5 millions, ou 6 millions d'euros en 2000, mais je n'y étais pas, moi. Toi, tu y étais. Voilà. 2003 a été proposé 16,5 millions d'euros. Je le regrette. Est-ce que parce que le prix avait monté, il fallait ne rien faire? Non. Est-ce que parce que le prix avait monté, il fallait continuer à avoir 280 logements quasiment vides tous, ou à 80% vides, aux portes de Fontainebleau, dans des appartements et des immeubles qui se délabraient? Bien sûr que non. Alors après, effectivement, on a eu des problèmes avec l'office, mais on ne va pas rentrer dans un débat ici. Moi, je n'ai jamais rencontré un seul locataire de l'office HLM qui se félicite de la gestion de l'office. Il faut reconnaître que parfois, quand les structures ne savent plus gérer pour des problèmes divers et variés ou ne savent pas faire face à leurs obligations, il faut les faire évoluer. Il n'y a aucune structure qui est immuable. Et à partir de là, effectivement, on a changé la gestion. Alors, les foyers de Seine-et-Marne n'ont pas repris le bon patrimoine et le mauvais patrimoine, parce qu'au début de l'intervention, les bars de la Faisanderie, c'était le mauvais patrimoine qui avait coûté cher. Puis maintenant, c'est le bon patrimoine parce qu'il est pris par les foyers de Seine-et-Marne. Donc, je ne sais pas très bien. Non, il ne va pas se louer très cher. On fait un quartier mixte. Et je vais comme ça faire une transition en ouvrant un peu le débat, parce que ça n'a pas grand intérêt qu'on s'en fasse dans ce débat très local. Simplement, le quartier de la Faisanderie, il est à l'image de ce qu'on doit faire dans les villes, c'est-à-dire un quartier mixte dans lequel il y aura effectivement toute la palette des logements sociaux. D'abord, ça sera un quartier à majorité sociale. Ensuite, il y aura toute la palette de ce qu'on va faire dans le logement social, depuis le PLUS jusqu'au loyer intermédiaire. Il y aura aussi une résidence pour personnes handicapées. Vous y êtes attachés, moi aussi. Personnes handicapées moteurs. Il y aura des résidences étudiantes. On en manque à Fontainebleau. On parlait d'enseignement supérieur. Un des freins, c'est l'hébergement. On crée 100 chambres d'hébergement pour les étudiants. Et puis, il y aura une soixantaine de logements en accession à la propriété, réservés à des primo-accédants, réservés à des gens qui aujourd'hui sont dans le logement social, ont vu leur situation peut-être économique confortée et sont accompagnés à 2500 € le mètre carré, c'est-à-dire on est loin des prix du marché de Fontainebleau, à 2500 € le mètre carré, peuvent acquérir des logements, une soixantaine de logements dans ces immeubles. À l'arrivée, avec quelques commerces en plus, on aura un quartier mixte à dominante sociale, quartier mixte. Je suis étonné par votre intervention, cher Yohann Vallier, déficit de logement social dans l'agglomération. Fontainebleau est à 21% de logements sociaux, c'est peut-être pas assez, mais enfin c'est quand même 21%. Avon est un peu moins, mais il y a eu un débat à Avon de savoir si les fougères sont ou pas du logement social. En tous les cas, on est à peu près aux alentours de 15, 17, 18% à Avon, donc on est peut-être légèrement en retard par rapport au seuil des 20%, mais pas beaucoup. Pour élargir sur la politique nationale et la question du logement, là aussi, j'ai lu dans les manifestes divers et variés des partis de gauche des ambitions très différentes en matière de logement social. Je ne sais pas si la nouvelle ministre du Logement, qui est Madame Duflot, est celle qui va faire toute seule la politique du logement. Si c'est le cas, ça m'effraie un petit peu, parce qu'elle a une notion de ce que doit être la mixité sociale qui, pour moi, me paraît être très théorique. C'est-à-dire, elle veut pousser les feux partout à des niveaux qui sont insupportables. Il faut faire attention à faire de la dentelle. Il y a des territoires qui ont des déficits de logements sociaux, pas forcément parce qu'ils ne veulent pas le logement social, mais parce qu'il y a des problématiques de coût du foncier. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps, et une conversation très intéressante avec le maire d'Argenteuil qui est PS, le maire de Neuilly qui est d'hiver droite, à propos de la question du logement. Et c'est vrai que même le maire PS d'Argenteuil reconnaissait qu'il était difficile de faire du logement social à Neuilly, parce que les prix d'acquisition, lorsqu'on veut réhabiliter un logement, pour acheter un immeuble, en faire du logement social, ou les prix d'acquisition du foncier, lorsqu'un foncier se libère, sont des niveaux tels qu'aucun organisme d'HLM peut payer autant et aussi cher. Alors sans doute qu'il y a au niveau des mécanismes de la loi et des interventions de l'État à aider pour rattraper un certain nombre. Alors je prends l'exemple de Neuilly, vous l'avez trouvé caricatural et certains ont ricané. C'est vrai qu'il est caricatural, mais c'est vous montrer que même dans certains villages du sud Seine-et-Marne, il y a des coûts d'acquisition du foncier. D'abord, il y a la rareté du foncier, parce que dans les villages qui sont enserrés dans la forêt, on n'a pas les espaces fonciers nécessaires pour, comme ça, faire sortir du logement. Et Fontainebleau et Avon sont bien placés de ce niveau-là. Et puis, il y a aussi un problème d'accessibilité
par rapport au coût. Mais néanmoins, la politique du logement doit être une priorité, en veillant effectivement à la qualité du logement et en veillant aussi, donc ça je rejoins complètement les préoccupations que porte Liliane Pays sur la reconversion écologique des techniques de fabrication et de construction de logements. Néanmoins, il y a une chose sur laquelle il va falloir qu'on soit vigilant, c'est à permettre à tous les segments de la population de pouvoir se loger dans nos territoires. Si je prends le cas effectivement de l'agglomération d'Avon et de Fontainebleau, notre difficulté, c'est de garder des jeunes ménages compte tenu d'un prix de l'immobilier qu'on ne choisit pas. C'est l'offre et la demande, c'est le marché. Et c'est vrai que l'effort qu'on fait en matière de logement social, vise notamment de permettre à des jeunes ménages de pouvoir rester sur l'agglomération. Je rappelle juste qu'on a, le jour où on aura certains recours divers et variés qui sont un grand sport national, enfin local ici, on a des projets de logement puisque on a un programme local de l'habitat qui prévoit sur l'agglomération la construction d'une petite centaine de logements par an sur une dizaine d'années. Ça n'est peut-être pas à la hauteur, évidemment, des enjeux du sud de Seine-et-Marne, mais c'est une vraie pierre et une vraie contribution à l'effort qu'on doit tous faire en matière de logement. Très bien. Madame Pays, et ensuite Madame Sarkissian. Vas-y. Écoutez, je vais répondre puisque Madame Duflot, qui est quand même ministre Europe, Écologie et Verts, mais en cohérence avec le gouvernement de M. Ayrault, préconise, de toute façon, c'est la réalité. Il manque 900 000 logements en France. Donc, il y a une création de logements et elle est aussi ministre de l'égalité des territoires. Donc, il faut que ça soit réparti équitablement. Et les communes comme Neuilly, alors bien sûr, vous évoquez le prix du foncier. Enfin, oui, dans le micro. Pardon ? Dans le micro. Bon, mais vraiment, c'était un exemple. Oui, c'était un exemple qui était... Bon, comme vous l'avez dit vous-même, caricatural. Moi, ce que je constate à Fontainebleau, c'est que beaucoup de jeunes, et je suis bien placée pour le savoir à l'école maternelle, beaucoup de jeunes couples s'en vont avec des enfants. J'en ai eu 12 depuis la rentrée pour aller sur des territoires, que ce soit Château-Landon, et c'est bien, il y a une qualité de vie à Château-Landon, hein, mais sur d'autres territoires, en sachant qu'ils vont, parce que le prix du foncier est plus accessible, mais aussi sur beaucoup de communes de Seine-et-Marne, et parce qu'il n'y a pas une offre de logement adaptée à Fontainebleau. Ça, c'est réel. Donc, je vous répondrai que là, il y a vraiment un problème à résoudre de ce point de vue-là. Et aussi, pour répondre à M. Rominier tout à l'heure, moi, je préconise la régulation du parc locatif privé, la sécurisation et aussi des incitations pour justement la création d'un investissement locatif solidaire. Aider fiscalement avec les loyers modérés et les constructions écologiques. Ça, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des primes pour favoriser, pour les propriétaires, pour favoriser ce genre d'investissement. Mais l'obligation de construction doit être augmentée à 25% de logements sociaux et l'action publique, pour moi, doit être décentralisée. Les communautés d'agglomération doivent devenir les autorités organisatrices du logement. Il faut, je le disais tout à l'heure, garantir une péréquation financière équitable entre territoires. Voilà. Et je voulais juste dire que les habitants devraient être associés à l'élaboration des documents d'urbanisme, mais aussi de toutes les opérations de transformation des quartiers, que ce soit les grosses réhabilitations, les écoquartiers. Et on parlait de construction de logements, mais moi, pour avoir rencontré beaucoup de maires dans le sud de Seine-et-Marne, ils déplorent qu'il y ait des logements vides qui ne soient pas restaurés aussi, des maisons qui ne sont plus habitées. Et au lieu de construire justement dans le sud de Seine-et-Marne des maisons neuves, pourquoi ne pas réhabiliter avec des aides ces maisons qui existent? Et je pense aussi que le logement, ça doit aussi être adapté à chaque âge de la vie. Et bon, c'est vrai que là aussi, on peut aider les personnes qui souvent sont dans une maison, des personnes âgées et qui n'ont pas de possibilité aussi, qui sont recluses dans leur maison. Donc là aussi, il faut aider le plus possible à ces solidarités. Madame Sarkissian, pour conclure sur ce thème. Ça fera un peu bloc puisque je veux rassurer Monsieur Valtou, il y a une expérience qui est conduite à la région, celle
celle d'un très bon partenariat avec Cécile Duflot, avec Emmanuel Cos, qui travaille très bien sur la politique de logement. Et je ne vous cache pas qu'au sein de cette majorité, les choses se dérouleront pour le mieux. Je ne vous cache pas aussi qu'on est très très sensible à l'idée de mixité, qu'il n'est pas question pour nous de construire frénétiquement du logement très social sur des zones qui sont déjà dotées en logement social. Je répondrai aussi à M. Robinet, le souci de l'esthétique, de l'environnement est aussi très largement intégré à la réflexion. Donc j'irai peut-être simplement rappeler un principe essentiel, c'est que le logement est un bien pour tous, et quand on voit les pratiques, quand on constate certaines pratiques en matière de loyer, excessif, inaccessible au regard aujourd'hui des moyens, du pouvoir d'achat d'un certain nombre de nos concitoyens. Je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur ces niveaux de loyer qui poussent, et ça explique aussi des temps de transport pour un certain nombre de franciliens conséquents. Donc je crois qu'il y a vraiment à travailler aussi sur la politique des loyers et à voir si quelque chose n'est pas à faire à ce niveau-là aussi. En matière d'accessibilité, je sais aussi les difficultés des jeunes à accéder à leur premier logement. Je crois là qu'une caution solidaire serait nécessaire et qu'un dispositif comme ça pourrait appuyer les populations de jeune âge qui ne sont pas en capacité par elles-mêmes, ou parce que les parents, il faut bien l'entendre, ne peuvent pas les aider à eux-mêmes prendre leur logement pendant leurs études ou lors de leur premier emploi. Voilà, moi je crois que c'est une politique fondamentale, que la construction de logements est nécessaire, mais qu'elle se fera de façon concertée. J'ai eu l'occasion au sein du parc naturel régional de voir que ce critère de logement social à intégrer au sein d'autres critères éminents qui sont des critères d'économie d'énergie, c'est un critère qui s'accepte progressivement. Il faut être dans cette échelle-là, l'échelle régionale, l'échelle des parcs, l'échelle aussi bien entendu des intercommunalités, qu'on peut réfléchir ensemble à des projets qui soient viables et qui permettent effectivement une mixité sociale, mais qui permettent surtout de répondre à un besoin véritable, et Liliane Pays l'a bien rappelé, celui du logement qui n'est pas assuré dans des conditions toujours satisfaisantes. Et puisqu'on pourrait penser que je ne suis que négative à l'endroit de Fontainebleau, alors je le serai quant à la conduite de la faisanderie. J'ai entendu la séquence un peu municipalité précédemment. C'est vrai que j'aurais préféré un appui plus conséquent à l'office HLM. Je ne porte pas le regard aussi... Je n'ai pas le même regard que vous, Monsieur Valtou, quant à la politique qui a été conduite. Mais au-delà de ça, je reconnais que récemment, le fait qu'il y ait une expérimentation sur le logement non décent au sein de Fontainebleau et qu'on puisse espérer l'avoir au niveau de l'habitat sur notre bassin, ça me paraît extrêmement positif. Et comme nous ne sommes pas, j'en finirai avec ça, uniquement sur notre canton, puisque les candidats étant du même canton, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse aussi au niveau d'autres zones. Et Nemours, la rénovation urbaine, je regarde là Claude Jamet qui est présent, et maire de Bagnols et président de l'intercommunalité et de l'office HLM, eh bien il sait à quel point cette rénovation est importante et que l'État doit être là au rendez-vous pour pouvoir appuyer les financements dans le cadre d'un ANRU, c'est le vocable qui prendra la suite des financements actuels. Je suis aussi très vigilante à ce qu'on ne soit pas, et c'est un peu ce que j'ai évoqué, mais pour un autre terme, sur des financements, sur des robinets qui ne feraient tomber qu'à un seul endroit l'eau du financement. D'autres quartiers ont besoin aussi. D'autres quartiers ont besoin aussi de pouvoir être appuyés. Sur Nemours, c'est le cas également. Je crois qu'il faut être très... il faut regarder avec une certaine solidarité tous les territoires, tous les quartiers, pour qu'on puisse appuyer grandement ceux qui en ont besoin au niveau de la précarité, mais qu'au-dessus, on ait une vision équitable des financements. Très bien, merci. Vous ne voyez pas d'attaque personnelle. Non, s'il suffit d'ouvrir le robinet, c'est pas difficile. Hein. Parfait. Ouvrons les robinets. Et nous allons bientôt le fermer avec la 5e thématique, justement. Les transports, une question centrale pour les habitants. Peut-être essayer de conclure assez rapidement pour pouvoir laisser la place aux questions du public. On a beaucoup de retard. Liliane Pays, vous avez la parole. Faites vite, aussi vite que les trains. Allez-y, Madame Pays, allez-y. Le transport. Allez-y, vous avez la parole. Je vais réduire, mais le transport, c'est quand même, je parlerai plutôt de mobilité.
Les systèmes de transport assurent la mobilité et il convient de minimiser leur impact sur l'environnement et la qualité de vie et la santé. En effet, les transports routiers, et nous pouvons le voir tous les jours sur la rocade, là, mais dans tous les territoires, les transports routiers représentent près de la moitié des émissions d'oxyde d'azote et de monoxyde de carbone en France. Le trafic automobile est responsable de 94% des émissions de CO2 du transport intérieur. Le Grenelle de l'environnement nous avait donné beaucoup d'espoir et avait attribué un caractère prioritaire au développement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire, maritime et plus particulièrement du cabotage pour le transport des marchandises. L'objectif était de faire évoluer la part du non-routier et du non-aérien de 14% à 25% à l'échéance 2022. Qu'en est-il dans les faits ? Le développement du ferroutage est au point mort. Je citerai pour exemple le cas de Novatrans, filiale de la SNCF spécialisée dans le transport de marchandises, combinant le rail et la route, qui emploie 300 salariés, cette société dans l'attente de sa mise en liquidation. Je propose donc que le système ferroviaire soit revu pour mieux clarifier les responsabilités des différents acteurs, optimiser son fonctionnement et en maîtriser les coûts. Appuyons-nous sur les exemples allemands, belges ou italiens. Il faut un pilotage unique, pour moi, du système ferroviaire intégré SNCF et RFF. Le fret ferroviaire, et j'insiste là-dessus, s'est dégradé au profit de la route depuis 2003. Seule une marchandise sur 10 est transportée par le rail, contre 1 sur 8 par la route. Ce constat vaut pour l'Île-de-France, où le fret ferroviaire réalise moins de 10% des échanges. Et nous avons parlé tout à l'heure d'emploi, et ça c'est très transversal. Bien sûr, mon vœu, c'est de rapprocher l'emploi des domiciles. Et c'est pour ça qu'il y a autant, je crois que c'est 6 000 entrants par jour à la gare de Fontainebleau, et ça, je préconise bien sûr les transports en commun, mais par la route et d'une façon individuelle. Donc je préconise aussi la réflexion sur les transports alternatifs à la route et le débat public sur les liaisons douces quand c'est possible, parce qu'on sait qu'en région Île-de-France, un déplacement sur 4 est de moins d'1 kilomètre. Et le débat public sur la construction de nouvelles infrastructures doit être engagé. Et il est donc nécessaire de déterminer des priorités entre la construction de nouvelles infrastructures, style justement autoroutes et TGV, la maintenance et la modernisation des réseaux existants. Voilà. Je propose donc une loi de programmation de financement des investissements, de la maintenance et de l'exploitation des infrastructures, notamment ferroviaires, avec un rapport annuel de sa mise en œuvre. Très bien, rapidement, j'ai déjà parlé des transports transversaux. Il faut développer absolument le télétravail, par exemple. Il faut qu'il y ait beaucoup moins de déplacements entre la ville. Et ça, il y a longtemps que c'est possible. Il y a des employeurs parisiens, le bureau coûtant tellement cher, ils peuvent recevoir dans des bureaux leur personnel 1 fois ou 2 par semaine et laisser travailler sur place. Il y a longtemps qu'on va le faire. Il y a des projets à Fontainebleau, notamment de télécentre. On en parle en ce moment. On vient de créer d'ailleurs au Conseil général un truc télécentre, voilà, merci, qui va lancer ça. Et puis, il faut prendre le mix en voiture. Et puis, quand on peut, par exemple, un véhicule utilitaire prochainement de la commune de Samois, il va être électrique. Voilà, il arrive là, dans les jours qui viennent. Je pense qu'il faut que l'exemple soit suivi. Ça revient au même prix que le diesel, puisque l'État donne 5 000 €. Donc ça fait la différence. Donc il faut acheter des véhicules électriques. Ça suffit, on fait 110 km dans la journée, c'est amplement suffisant. On le branche le soir, le lendemain, on remet pas de fioul. La batterie, vous échangez à vie. Et voilà, il n'y a qu'à gonfler les pneus et ça roule et ça coûte pas cher. C'est QFD. Qui souhaiterait, Madame Pio? Oui. Alors, un autre sujet sur lequel je ne suis pas une grande spécialiste, mais je vais faire 3 petites remarques. En politique, le principal, c'est de faire semblant de... Non, mais justement, je voudrais éviter. Voilà, c'est exactement ce que je veux éviter, et c'est bien le sens de ma candidature, en tout cas. Et c'est pour ça que je suis ici ce soir. Alors, 3 petites remarques, qui sont plus les remarques d'une citoyenne ou qui font état aussi d'expériences que j'ai vécues. Alors, une petite remarque, par exemple, sur la situation au niveau de la circulation en vélo sur Avon-Fontainebleau. Moi, j'ai des enfants qui vont à l'école, c'est très compliqué. Donc, je pense qu'il y a des choses... Alors là, je ne suis pas en train d'attaquer M. Valtou sur... etc. Non, mais même pas. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je trouve que ça vaudrait le coup qu'il y ait effectivement
comme pour des sujets qui semblent beaucoup plus importants, des choses qui soient planifiées au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des objectifs en matière, par exemple, de pistes cyclables dans toutes les communes de tous les territoires, par exemple. Voilà, donc ça c'est quelque chose. Si on mettait cette règle-là, si on l'instituait en disant voilà, on fait une loi et on dit que dans toutes les communes de France, alors peut-être pas les toutes petites, mais enfin à partir d'une certaine taille, il est important que soit mis systématiquement un plan de circulation, par exemple par enfin, autrement qu'en voiture, donc bon, a priori on va dire par exemple le vélo, avec effectivement des audits qui soient faits au bout de 5 ans. Voilà. Donc ça c'est un exemple très pragmatique de choses qu'on pourrait mettre en place pour éviter que des villes s'exonèrent en fait de leur responsabilité par rapport à ça quand la sécurité des enfants est en jeu, etc. Deuxième sujet, bon là j'avais relevé un article de journal donc, sur la mise en place d'un service de transport, une consultation citoyenne qui a été mise en place sur la communauté de communes du Bocage-Gâtinais. Et donc ça aussi je trouve ça très intéressant. Donnons davantage la parole à ces concertations citoyennes. C'est là où on voit où sont les besoins des citoyens et des habitants et de la population. C'est à partir de là qu'en étant un petit peu innovant, on peut arriver après à mettre en place des solutions plutôt que ça descende de l'État. Là, je considère que ça doit venir en fait du terrain, de l'observation de ce qui se passe et des réels besoins pour essayer de trouver des solutions qui soient plus pragmatiques et plus efficaces. Le troisième exemple, donc c'est quelque chose de vécu et ça parle d'innovation. Sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres sujets, et c'est vrai que Madame Pays a beaucoup parlé d'innovation, de projection à faire sur des solutions nouvelles à mettre en place, je suis totalement d'accord. Et sur ce sujet-là, il y a par exemple des solutions, je connais une personne qui s'appelle Martial Locaux, qui va d'ailleurs proposer un livre, signer un livre en fait, à l'occasion d'une réunion là, qu'on organise demain au buffet de la gare à Avon. Je fais un petit peu de publicité, mais bon, vous m'en voudrez pas. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle Entre rage et désespoir. Et en fait, il évoque notamment, dans la première partie de son livre, son expérience de chef d'entreprise qui a créé à Savigny-le-Temple une entreprise qui s'appelle GT Industrie. Ils avaient inventé un véhicule hybride donc qui permettait en journée de déplacer du fret, par exemple dans une commune, et puis en fin de journée ou à des moments où on en avait plus besoin, on pouvait rabattre les sièges, déplacer les points d'ancrage et mettre en place en fait un système pour véhiculer et transporter des personnes en fauteuil. Voilà, donc cette entreprise, il faut savoir qu'elle a fermé, elle était juste à côté de chez nous, à Savigny-le-Temple, parce qu'on n'a pas su, je dirais, dans les communes du territoire, proposer des débouchés pour cette entreprise. Alors je trouve qu'il faut savoir être innovant, et quand des chefs d'entreprise mettent en place des solutions comme ça, il faut savoir peut-être avoir plus, pour pouvoir leur donner le petit coup de pouce, et là pour le coup peut-être avoir un petit peu plus d'aide sur du démarrage pour que toutes ces solutions innovantes soient mises en place. Ce sont des solutions qui sont mises en place par des citoyens, proposées par des chefs d'entreprise. Monsieur Valtou, Madame Sarkissian, sur le sujet. Ah oui, à tout ce qu'a évoqué ma voisine, à savoir la nécessité de faire remonter les vrais besoins. Et je crois qu'elle évoquait en fait ce qu'a dû faire évoquer Monsieur Drouin, Association des maires ruraux, qui sait à quel point cette question des transports dans les villages est un vrai souci et pas facile à résoudre. Alors je pense que c'est important que chacun puisse faire remonter les besoins en transport à la demande, les initiatives qui permettent d'y répondre, qu'on ait tous ces relais avec corps intermédiaires, citoyens, qu'il y ait des occasions. Et c'est vrai que si je suis élue députée, je crois que la dimension de proximité est très, très, très importante. Alors, on a souvent fait le procès du député sortant pour son excès de proximité, peut-être au détriment d'une intervention plus territoriale et plus nationale. Moi, je pense quand même qu'il faut lui donner crédit de cette relation de capacité à entendre les demandes et peut-être à les relayer. Et peut-être qu'en matière de transport, les choses ont pu être faites. Malheureusement, il semble qu'elles ne l'aient pas été suffisamment et qu'il faille aller plus loin. Alors, ça ne suffit pas, à mon avis, de pouvoir soutenir tant les projets innovants des entreprises que de pouvoir faire advenir les demandes des communes, des intercos. Je crois qu'il y a un vrai souci, et je le dis là en tant qu'élu régional, au niveau de la qualité des transports et des investissements en transport en Île-de-France. Je ne m'en cache pas. Les plans d'investissement ont commencé à être, on va dire, visibles en termes de matériel. Ils le seront davantage dans le sud Seine-et-Marne, mais je crois qu'il faudra passer à un cran supérieur. Alors, je ne voudrais pas adresser la critique, mais il est vrai quand même, quand on voit le Grand Paris qui a été considéré comme prioritaire, avec une boucle, on avait entendu parler aussi de grands projets architecturaux et des choses comme telles. Alors,
moi, je ne vais pas être non plus hostile catégoriquement, et je serai même sur ce plan-là pas très cohérente, puisqu'à la région, nous avons accepté de travailler avec le Grand Paris pour pouvoir avoir un maillage plus fin, pour pouvoir... Cela étant, on voit bien quand même que la priorité avait été donnée à cette boucle, avec peu d'arrêts, sur des sites dits d'excellence, et qu'un Grand Paris francilien de notre région n'avait pas été pensé, et c'est malheureusement au détriment du Sud Seine-et-Marne. Donc je pense qu'il faut revoir tout ça, il faut penser à l'enseignement supérieur, à la recherche, et M. Valtou l'a évoqué, il faut penser aux entreprises, au développement économique, il faut penser au transport, et il faut développer, pas simplement ce vecteur transport, une politique de Grand Paris, Île-de-France qui investissent dans le Sud 77, ça me paraît vraiment nécessaire. Voilà, alors après je ne rentrerai pas dans les détails opérationnels, moi j'avoue, et je le dis en tant qu'élu régional, que le magma, STIF, autorité organisatrice, SNCF, RFF, et parfois même les difficultés entre SNCF et RFF ne facilitent pas du tout les projets, tant de parking pour le ferroviaire que pour le matériel roulant. Tout ça doit être largement amélioré, et j'espère que le gouvernement s'y attellera avec fermeté. Bien évidemment, d'accord avec, pourquoi pas d'ailleurs, une politique un peu coercitive en matière d'obligations pour tout ce qui est cycle dans nos villes. Je crois que ça oxygénerait grandement et que ça devrait être prioritaire. Donc je suis favorable à ce type de vision, bien évidemment. Il faut penser aussi à la formation. Quand je parlais tout à l'heure de fonds d'investissement avec des entreprises, il faut que ce fonds ait aussi un pouvoir sur autre chose, sur la formation et sur les transports. La SNACMA, ils vont chercher, ils amènent les gens au boulot. Bon, quand on va faire une entreprise à un endroit, il faudra penser au transport, mais il faudra penser à la formation. Aujourd'hui, m'occupant des personnes, pas que des jeunes qui sont au RSA, on leur donne des formations à les faire à Ponto-Combo, à Saint-Fargeau, etc. Évidemment, ils restent chez eux, c'est pas possible. Il faut qu'ils puissent avoir une formation de proximité et qui soit en adéquation avec les métiers qui sont sur place. Ça, c'est extrêmement important. Frédéric Valtou, pour conclure sur les transports. Oui, sur la question des transports, je vais d'abord rebondir sur ce que disait Mme Sarkissian. Tempérer les ardeurs de Mme Duflot. Vous allez croire que j'en veux Mme Duflot, j'en veux pas du tout Mme Duflot, intuitu personné. Mais elle a parfois, dans ses discours et de ses envolées, elle provoque chez moi quelques inquiétudes, mais il n'y a pas que chez moi. Tempérer ses ardeurs sur le Grand Paris. Vous l'avez dit, on a obtenu, État et région, un accord sur effectivement ce que doit être le Grand Paris sur le réseau de transport. Le Grand Paris, c'est une ambition, c'est un certain nombre de projets en recherche, etc. Mais c'est d'abord, aujourd'hui, un réseau de transport. Ne détricotez pas, là encore, ce qui a été difficilement, âprement, mais qui discuté, négocié, mais qui aujourd'hui est abouti. Évidemment que la boucle du Grand Paris ne passe pas par Fontainebleau, mais évidemment que ça ne passe pas par Nemours ou par Château-Landon, mais là aussi, le Grand Paris, c'est un système, en tant que réseau de transport, c'est un système qui permet de faire du banlieue à banlieue en première couronne, d'améliorer les transports. Il ne faut pas travestir cette idée-là en disant ben oui, mais nous, on n'y est pas, donc c'est une idée à jeter puisque le réseau ne passe pas par nous. Mais de toute façon, comment vous voulez qu'on crée de nouveaux faisceaux ferroviaires à travers la forêt ? Là aussi, il faut être cohérent. On n'a peut-être pas des besoins à être connectés depuis ici jusqu'à Versailles ou à Créteil. En tous les cas, ce n'est sans doute pas les investissements prioritaires. Allons faire des investissements là où aujourd'hui il y a des besoins de mobilité, pour reprendre le mot de Liliane Pays, et notamment la première couronne. Ça, c'est la première chose. Ne détricotez pas le Grand Paris. La deuxième chose, en matière de transport, évidemment, c'est l'action de la loi, mais au-delà, pour rester sur les projets et les problèmes locaux. Il y a une lutte forcenée qu'il va falloir qu'on mène, nous, élus locaux, droite et gauche sans doute, ensemble en tous les cas, c'est la question des poids lourds et du trafic poids lourds qui encombre nos routes, qui encombre notamment le massif forestier, mais pas seulement les villages du sud Seine-et-Marne. Un chiffre, il y a sur la portion de la nationale 7, enfin départementale 607 maintenant, qui est au sud du massif forestier jusqu'au carrefour, donc boulevard de Constance compris, jusqu'au carrefour de la Libération. Il y a entre 30 et 50 000 véhicules jour, dont une énorme partie sont des poids lourds, c'est-à-dire qu'on est à des niveaux quasi autoroutiers, on est à des niveaux de francilienne. C'est un des tronçons hors réseau autoroutier et francilienne en Ile-de-France les plus fréquentés. Mettez-vous à la Chapelle-la-Reine, sur le bord du trottoir, qui d'ailleurs n'est pas très large,
serrez bien, j'allais dire, serrez-vous bien contre le mur, parce que vous allez voir plus de 1000 poids lourds parfois par jour qui passent, qui sont des poids lourds, non pas des entreprises locales, ou marginalement des entreprises locales, mais qui sont pour l'essentiel des poids lourds du trafic international, qui sortent du réseau autoroutier pour gagner quelques euros en esquivant quelques péages, vont s'engouffrer dans le boulevard de Constance, vont rejoindre l'agglomération de Melun, reproblème à Melun, pour rejoindre au plus au nord soit la 4, soit la 1, en tout cas pour repartir vers l'Europe du Nord ou l'Europe de l'Est. Ça, c'est quelque chose contre lequel il faut prioritairement lutter. Moi, je propose demain, si je suis élu député, qu'on mette en place effectivement des systèmes de péages qui existent aujourd'hui par la loi, des péages départementaux pour lutter contre ces déviations de trafic, des péages à destination, je le redis, non pas des entreprises locales qui font de la desserte locale ou qui rentrent à leurs entrepôts, mais des péages pour le trafic international. Il en va de la sécurité, il en va aussi de l'environnement, il en va de l'accidentologie qui reste majeure dans notre secteur. Troisième idée sur les transports, effectivement, il faut arrêter d'avoir des réseaux de transport intervillages, interurbains dans tous les sens, portés par des syndicats qui parfois portent une ligne sans aucune cohérence. Enfin, quand moi j'ai voulu comprendre quelle était la carte des réseaux de transport qui convergeaient vers l'agglomération de Fontainebleau-Avon, d'abord j'ai mis 6 mois à trouver le qui fait quoi, et puis ensuite j'ai vu que c'était dans une espèce de cacophonie incroyable, surtout si on y ajoute le transport scolaire, qui ajoute de nouveaux bus le matin et en fin d'après-midi. Et donc il faut là aussi prendre un peu de hauteur, qu'il y ait des autorités régulatrices ou autorités de transport au niveau, je ne vais pas employer un terme un peu technique, mais supra-intercommunal, c'est-à-dire qui réunissent plusieurs intercommunalités de manière à ce qu'on puisse organiser des réseaux cohérents. D'abord, ça permettrait d'améliorer des dessertes, et notamment pour quelques villages. Quand vous savez qu'il y a une seule ligne de bus qui traverse le canton de la Chapelle-la-Reine, et cette ligne de bus, elle a 3 ans, elle date d'il y a 3 ans, donc vous voyez qu'on est quand même à la préhistoire du développement des transports publics dans certains cantons ruraux. Et puis derrière, ça permettrait sans doute à moindre coût aussi, parce qu'il faut y penser, d'améliorer l'offre de transport. Donc il y a des sujets qui ne sont pas forcément ceux du député, mais celui du député, il sera en tous les cas d'essayer de taper fort sur la table pour obtenir qu'un certain nombre je reviens à mon obsession des poids lourds internationaux qui mettent en péril souvent la vie de certains concitoyens dans les villages traversés. Il va falloir là qu'on se batte tous ensemble pour y arriver. C'est pas simple, ça demande sans doute des infrastructures aussi ou un engagement de l'État qui est fort, mais il en va et de la qualité de vie et de la qualité aussi de la forêt à long terme, mais ça je ne vais pas rouvrir le débat sur cette forêt menacée, et la qualité de la sécurité pour nous tous. Merci. On va s'arrêter là, dans un premier temps. Et donc maintenant, c'est le moment des questions de la salle. Il y en a déjà une. Alors, il doit y avoir des micros aussi qui doivent se balader, je pense. Voilà, donc des réponses brèves, si possible. On a 15 minutes. Hein. Ouais, mesdames et messieurs les futurs députés, du moins j'espère il y aura... Il n'y en aura qu'un. Un ou une qui sortira de ce débat. Je regrette que tout le monde n'ait pas pu venir ce soir. Je suis le maire de Bagnols, où ça fait 259 ans qu'on a une cité verrière. Pourquoi ? La première bouteille au monde a été soufflée à Bagnols le 27 juillet 1753, parce qu'on avait la chance d'avoir le plus beau verre, le plus beau sable du monde, qui est le sable de Fontainebleau. Tout à l'heure, certains l'ont dit, nous avons perdu beaucoup d'emplois. Nous avons perdu le Pyrex avec les plats, les biberons qui sont partis en Argentine, le laboratoire, les verriers, Vision qui sont partis en Angleterre. Et dernièrement, de 1955 à 2005, on avait une télévision qui a duré 50 ans. Et c'était la première usine d'écran de télévision en France. Là, tout dernièrement, notre Sud-Seine-et-Marne, il est vraiment sinistré, excusez le tremblement, mais je représente des salariés avec qui je suis tous les jours. J'ai travaillé 43 ans et 7 mois dans cette usine. Donc dernièrement, nous avons perdu Bibi Scientifique, 22 emplois. Nous sommes en train de perdre des moulins de Nemours, qui étaient installés au bord du Loing. Encore 22 emplois. Nous avons les ambulances Vitu. Tout à l'heure, on parlait qu'on était une réserve d'Indiens. Nous, on y croit qu'on est une réserve d'Indiens. A été investi 140 millions d'euros à la fermeture de Thomson. 140 millions d'euros, on a fait partir 300 salariés. On était 600 salariés, plus de 300 emplois.
140 millions d'euros pour faire venir une entreprise Rio Glass. 300 emplois, je viens de le dire. 11 millions d'euros investis par l'État et la région, 300 000 heures de formation. Rio Glass a tenu 2 ans. On se demandait pourquoi il est reparti chez lui. On ne savait pas pourquoi. On l'a appris dernièrement. Volkswagen, qui était l'acheteur principal, impose prévente. Pourquoi prévente? Parce que prévente fournissait les garnitures intérieures des Volkswagen. Ils ont dit, vous aurez un marché de plus, vous allez pouvoir fabriquer des glaces latérales et les glaces arrière des Volkswagen. Au bout d'1 an et demi, ils ont perdu 40 millions d'euros. Ils ont laissé tomber aussi. Et ils ont perdu 40 millions d'euros et ils ont vendu un groupement financier allemand 1 euro symbolique. C'était un vendredi soir. Après entendre ce groupement financier, après avoir rencontré Volkswagen France, la présidente de Volkswagen France, pour qu'on ait le temps, posez votre question. La question, savoir ce que vont pouvoir faire, malgré la visite de notre préfet, qu'on n'a pas pu avoir de table ronde, malgré la prise de photo devant Bercy de notre ancien député, qui nous a dit qu'il savait qu'il y avait un repreneur, et que c'est parce que le maire de Bagneux et les syndicats, c'était des menteurs, et c'était politique, c'était en pleine campagne électorale, évidemment, et qu'ils ne pouvaient pas nous donner le nom du repreneur. Aujourd'hui, il y avait 3 repreneurs, il n'y a plus de repreneurs, et savoir ce que va faire l'élu qui sera dans notre circonscription, quelle est sa position qu'il va prendre pour pouvoir... Le préfet nous a dit qu'il fallait faire payer déjà Volkswagen. On a la chance, on a un bon préfet quand même. Alors, les futurs élus, la solution pour Prevent Glass. Claude, on connaît tous les problèmes importants à Bagneux. C'est pas nouveau. Jemont Schneider, Thomson, toutes ces énormes boîtes qui se démantèlent et qui s'en vont par-ci, par-là. Et puis Egypte 77, Egypte qui sert à quoi? L'argent qu'on donne, ils en avaient besoin. C'était pour que les ouvriers licenciés puissent avoir quelque chose, un pécule en partant. Mais ce n'est pas ça qui a recréé de nouveaux emplois. Mais c'était utile de le faire. On ne pouvait pas les laisser sur le carreau. Je crois que quand on aide des entreprises, dorénavant, il faut qu'elles aient des engagements fermes. Sinon, elles n'ont pas d'aide. Qu'elles aient des engagements de rester sur place. Alors, elles en prennent. Je dirais, elles peuvent toujours les dénoncer après. Mais je crois qu'il faut être beaucoup, beaucoup plus strict sur ce sujet. Et il faut recréer, je t'ai dit, Prevent Glass, bon... Il y a peut-être encore un espoir, tu en as. Bon, on a même sans être député, on peut tous essayer de faire quelque chose. Tu essayes, tu n'es pas le seul depuis un moment à le faire. Mais je pense qu'il faut aller dans le sens de création de nouvelles entreprises. Des grosses boîtes comme ça, quand elles marchent, il faut voir avec elles, il faut qu'elles prévoient autre chose. Si elles ont une sortie, qu'elles prévoient d'investir dans, par exemple, elles ont des filiales qui leur font des produits ou des sous-traitants, qu'elles investissent dans la région, dans le territoire. Il y a beaucoup de main-d'œuvre dans notre territoire, on n'en manque pas. Je crois qu'il faudra avoir une vue à long terme, et moi je propose que le privé s'investisse. On ne peut pas tout attendre toujours de l'État qui arrive là au dernier moment pour distribuer de l'argent et quand c'est foutu. Donc il faut vraiment que les entrepreneurs se groupent comme je le propose, et j'en connais qui le feront, et j'irai de voir. Madame Sarkissian. Oui. Je comprends le sentiment qui est exprimé par Claude Jammet, c'est un sentiment d'impuissance. Je comprends parfaitement, puisqu'en fait, les collectivités ont mis des jetons dans la machine et n'ont eu absolument aucune visibilité sur le devenir de la machine. C'est vraiment ça. Ça ne peut pas jouer, ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire qu'il faut une politique de donnant-donnant. Des appuis, oui, des primes à l'installation, pourquoi pas, quand on est sur des zones où effectivement il y a des vrais besoins de réindustrialisation, mais par ailleurs une vraie politique de transparence, une place occupée dans les conseils d'administration, une visibilité pour les salariés sur le mode de fonctionnement de l'entreprise, parce que tout simplement on a découvert, et moi, il y a quelques mois, le fait qu'on était sur un sous-traitant étranglé par son seul client. Il est évident que si nous avions su la configuration, moi je n'étais pas spécialement décideur à l'époque, mais je pense que tout décideur conséquent aurait bien vu la suite venir, à savoir une pression telle qu'à un moment donné, le sous-traitant allait être liquidé, parce que c'est actuellement le terme. Alors comment reprendre les choses? Reprendre, c'est en ce moment, je reconnais que ce sont des plans d'urgence. C'est comment on peut freiner juridiquement, comment on peut faire des tables rondes
pour essayer d'associer des nouveaux partenaires, comment on peut essayer de retrouver des repreneurs qui, dans le secteur de la verrerie, sont des repreneurs solides. On en est à ça avant, puisqu'il s'agit d'une séquence d'urgence, avant de passer à une politique, à mon avis, beaucoup plus conséquente, qui est celle que j'ai évoquée, à savoir rendre possible, au niveau, j'espère, européen, parce que je crois qu'on est vraiment à ce niveau-là, voire international, mais j'espère que la solidarité entre États européens pourra fonctionner, rendre possible une présence des pouvoirs publics, non pas dans une dimension dirigiste, c'est pas ça l'esprit, c'est de pouvoir voir comment les choses fonctionnent et de pouvoir laisser faire, se développer, appuyer des conversions s'il le faut, réorienter s'il le faut des secteurs, quand on voit à quel point, dans le cycle des produits mondiaux, ils sont en situation difficile. Alors voilà, moi j'espère, puisqu'on est sur une situation d'urgence, qu'on arrivera à trouver des repreneurs, on en est à ce niveau-là. Peut-être que ceux qui ont été un temps intéressés, puisque à la région on a eu aussi quelques contacts, on pourra les raccrocher, on pourra rediscuter, mais il faut déplorer qu'on n'ait jamais eu cette occasion. On n'a jamais eu ce rassemblement entre des repreneurs susceptibles d'être intéressés, et puis les collectivités, et puis les salariés. Voilà, donc malheureusement, là, on est dans une situation un peu de péril industriel. Je crois pouvoir dire qu'on arrivera progressivement à essayer de recomposer quelque chose. C'est souhaitable. En tout cas, on a entendu autour une mobilisation qui paraît... Avancer, je suis désolé, puis on va prendre une autre question. Monsieur Hérault, qui est candidat Alliance écologiste, si je ne me trompe pas. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc Stéphane Hérault, effectivement, candidat pour représenter l'Alliance écologiste indépendante. Alors j'ai deux questions, je vais faire très court parce que le débat était déjà très riche. Je voulais savoir déjà, la question s'adresse donc aux responsables de la République. Donc quels a été les critères que vous avez choisis pour les candidats qui sont là? Donc c'est une bonne augure parce qu'effectivement, on aurait pu avoir d'autres personnes qui sont très intéressantes aussi à parler. Une deuxième chose, et là c'est pour nos candidats, c'est vrai que la politique qu'on a menée depuis 30-40 ans, il faut savoir que c'est une politique gauche-droite, droite-gauche, hein, c'est une alternance constante. Les solutions que j'ai entendues ce soir, sont de solutions j'appelle ça les solutions rustines, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de lits, donc on va créer plus d'hôpitaux, on a des problèmes de déchets, on va créer plus de déchetteries, en fin de compte, on est toujours en train de remettre des choses en aval et pas en amont. Donc la question, et là je vais venir beaucoup plus sur la notion de la région ou de la France, il faut savoir qu'on perd un département de terre arable tous les 10 ans. Depuis que les Verts sont ici, en tout cas, il faut savoir qu'on n'a pas plus d'1% de terre bio en France. Il faut savoir qu'on a 3 à 4 jours d'autonomie alimentaire, donc on a perdu notre souveraineté alimentaire. Donc il faut savoir aussi qu'on a eu 14%, la population agricole, en tout cas, était de 14% il y a 40-50 ans. Maintenant, elle est de 3%. Allez-y, votre question. Non, c'est ça la question. La question, j'y viens. Excusez-moi, pour reprendre une célèbre formule, je n'ai pas compris la question. J'y viens. La question, c'est justement comment nos candidats vont pouvoir commencer à faire un travail en amont sur tous les dossiers que vous avez traités, plutôt que des choses en aval. Voilà, merci. Je vous sens bien, M. Robinet, allez-y. Oui, je peux déjà répondre une chose. Il y a eu un Grenelle de l'environnement, il en est sorti des choses. On n'en a pas beaucoup parlé parce que ce n'était pas polémique peut-être dans la presse, mais déjà au niveau de l'urbanisation, nous devons maintenant resserrer l'urbanisation dans ce qui existe, concentrer dans les villes, parce que d'abord c'est là où il y a les adductions, etc. Et donc ne plus construire un peu partout en dehors des villes et donc ne plus manger d'agriculture, en tout cas le moins possible. Cela dit, nous allons être 1,5 million d'habitants en Seine-et-Marne dans peu de temps. Il faudra bien loger les gens. L'agriculture, personnellement, j'y tiens. Et c'est vrai ce que vous dites, il faut absolument la préserver parce qu'aujourd'hui, les cours sont bons, mais d'un jour à l'autre, ils peuvent s'effondrer. Et que fera-t-on ? On ne pourra plus vendre nos produits à l'extérieur et vice-versa. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, il faut conserver cette agriculture et souvent, le consommateur, on se plaint des subventions qu'on donne aux agriculteurs. Moi, je voudrais rétablir une vérité.
la subvention que touche à l'hectare, par exemple, l'agriculteur pour produire, eh bien, ça lui permet de vendre ses produits moins chers et c'est donc une subvention, à mon idée, aux consommateurs. Alors, il faut continuer dans ce coin-là. Il faut encourager l'agriculture bio. C'est vrai qu'elle ne se développe pas suffisamment en France et pourtant les produits se vendent plus cher. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les agriculteurs, quand ils ont des grosses terres, sont bien installés ou qu'ils ont plus de jeunes, surtout, pour reprendre derrière? Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, il faut beaucoup plus d'incitation dans ce domaine, c'est certain. Madame Pays. Oui, moi je voulais répondre que vous avez tout à fait raison. L'Île-de-France vivrière, terre pour nourrir, puisque je crois qu'on n'a que 2 jours d'autonomie, à peine même 2 jours d'autonomie d'un point de vue alimentation. Et ce qui est dommage, c'est que justement, et ça c'est transversal par rapport au transport, les denrées viennent d'ailleurs et par justement, vous le disiez tout à l'heure, par poids lourd. Bon. Et en fait, il faut retrouver cette agriculture de proximité avec des circuits courts, aussi bien dans les établissements scolaires avec une agriculture bio, mais tout ça, ça demande une transformation vraiment très importante. Et quand vous parliez d'agriculture bio, je vous signale aussi que l'État avait réduit de moitié les aides à l'agriculture bio il y a 2 ans. Et que nous, à la région, on aide, avec des couveuses, on aide justement l'émergence d'agriculture bio. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce métier d'agriculteur, que moi, je veux restaurer, le métier de paysan, qui lui-même est touché par l'emploi des pesticides, puisque on stigmatise aisément cette profession. Mais je pense que... il a une image aussi de pas de visibilité. Il faut améliorer cette visibilité. Il faut redonner tout son sens au métier d'agriculteur parce que j'en veux pour preuve au lycée de Brie-Contrebert, nous avions vraiment instauré une formation et il n'y avait pas, on a dû la fermer en agriculture bio faute de candidats. Et je pense qu'il y a vraiment un effort à faire pour restaurer ce métier, ces terres dans le sud de Seine-et-Marne. Alors c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Donc d'abord M. Valtou, ensuite Mme Sarkissian et Mme Pio. Très court. L'agriculture bio, c'est bien, mais le tout bio, c'est un doux rêve dont il faut sortir. On est sur des nécessités de rendement, de production, des besoins qui sont, pas à l'échelle de ce qu'est la production bio. Alors qu'il y ait une production bio, qu'il y ait des filières bio, bien sûr, qu'il y ait le choix pour le consommateur de s'orienter plus vers le bio que vers le non bio. C'est possible, mais ça n'est pas de toute façon l'un ou l'autre. Il y a aujourd'hui, et les agriculteurs le savent bien, l'agriculture raisonnée qui permet quand même l'introduction dans les pratiques agricoles d'un certain nombre de principes plus vertueux ou de moindre utilisation, par exemple, des pesticides, et qui permet quand même de ne pas faire du tout bio, qui n'est pas non plus. Et sur le tout bio, il y a des débats très clairs qui ont démontré, ou des études très claires qui ont démontré les limites de ce système. Donc il faut en faire, mais ne pas sacraliser le bio, on serait totalement à côté pour moi de la plaque. Par ailleurs, je rejoins ce que dit l'INPI, sur les circuits courts, on a la chance d'être un territoire agricole. On est un territoire agricole qui aujourd'hui est vivant, qui aujourd'hui, avec des paysans, des agriculteurs qui aussi participent à l'aménagement de nos paysages, etc. Il faut absolument conforter cette agriculture-là. On est dans un des territoires où il y a de la performance agricole. Il faut au contraire les encourager. Et pour les encourager, il faut parfois lever un peu un certain nombre de contraintes, de normes qui sont beaucoup trop poussées, qui s'ajoutent en plus en permanence, stabiliser le cadre normatif. Ça devient une urgence, on pourrait d'ailleurs le dire dans beaucoup de domaines, parce que des normes qui changent tous les 15 jours, tous les mois, régulièrement, ça n'est plus possible et ça finit par détourner de l'agriculture un certain nombre de professionnels qui sont épuisés de ces investissements nécessaires, de ce cadre dans lequel ils travaillent qui change en permanence. Donc il faut absolument stabiliser les règles du jeu. Et puis enfin, il faut effectivement promouvoir sans doute les circuits
court, on ne le fait pas à Fontainebleau, alors c'est des petites choses modestes, il y a des AMAP qui existent, il y a le marché des producteurs de pays, il y a un certain nombre d'initiatives avec le Conseil général de tourisme, etc., pour effectivement valoriser les producteurs locaux. Peut-être qu'il faut s'interroger aussi sur l'élevage, on a perdu, il en reste quelques-uns, mais rares, on a perdu de l'élevage, a reculé fortement dans le sud de Seine-et-Marne, peut-être qu'on pourrait à nouveau se poser la question. Enfin bref, il y a énormément de questions à se poser sur l'adaptation de l'agriculture locale, mais par pitié, c'est pas le bio, c'est pas le tout bio ou rien du tout, parce que sinon là, on est dans le caricatural. Vous pouvez les cueillir à la ferme aussi. Hein. Il y a de plus en plus de fermes qui font des produits. Rappelez-vous un excellent livre qui s'appelait Gens et produits du terroir, n'est-ce pas? J'avais écrit ça en un certain temps. Vous avez les portraits de tous les paysans autour de la Seine-et-Marne qui font des produits, des canards, des œufs et tout. Vous pouvez aller chez eux en vous promenant le week-end ou même la semaine. Alors, Madame Sarkissian et Madame Pio, très rapidement. Qu'on améliore progressivement, effectivement, la part du bio, ça me paraît important. Donc, on se donne des objectifs, c'est très bien. Qu'on ait aussi un objectif de valorisation des savoir-faire, de production, de transformation. Encore une fois, je ne vais pas faire la publicité de la région, mais il y a un organisme à la région qui est le Servia, et ceux qui peuvent être concernés par la question, cet organisme s'y emploie, s'emploie à la fois à développer via une charte des critères qui permettent de conditionner, sans être dans une obligation d'être dans du bio, mais de conditionner des productions ou des transformations de qualité. C'est un label qui permet, une fois obtenu, voilà, d'être repéré, de pouvoir aussi d'un point de vue économique améliorer son commerce. C'est pas insignifiant quand on sait les difficultés pour les petites exploitations, parfois simplement à survivre. Donc je pense que ce sont des efforts qui sont faits par les collectivités et qui doivent être un peu poussés plus loin. Alors je suis assez sensible au sujet, je l'ai évoqué rapidement, voilà, fille d'éleveur, donc je ne suis pas sûre que ça soit tout rose pour tous les agriculteurs, hein. Il y a des écarts de revenus extrêmement conséquent, et le député aura à s'employer sur le volet agricole, à mon avis, à soutenir ceux qui sont un peu en difficulté. Il s'y emploiera déjà au niveau de la politique européenne. Je crois que la réforme de la PAC, ça va être aussi une réforme où la France devra se battre pour sauvegarder son agriculture. Ça, j'y tiens particulièrement. Je crois aussi qu'au niveau de la politique agricole, eh bien, il faut qu'elle trouve sa place. Je l'ai dit tout à l'heure aussi. Ce secteur primaire a certainement été trop sacrifié avec ce modèle anglo-saxon qu'il fallait peu d'agriculteurs, beaucoup de surface. On revient un peu à l'ère, et ça me satisfait, du plus petit, de la plus grande proximité. Alors il ne faut pas que ça soit trop petit quand même, parce qu'on voit bien, moi j'ai essayé de mettre en lien les cantines des lycées et les producteurs, et une représentante de la Chambre d'agriculture m'a dit c'est un vœu très pieux, mais pour l'instant nous n'avons pas pour les producteurs le bon niveau qui permette d'alimenter, à part peut-être en pommes, hein, je vous le dis, c'est l'exemple, quotidiennement, ou en tout cas très régulièrement les cantines. Ça peut se faire très localement, et je loue les municipalités qui le font, et bien évidemment que si je suis élue députée, j'encouragerai très localement ces initiatives, mais je pense qu'il faut aussi intégrer ça dans des schémas un peu plus globaux au niveau du développement économique, appuyer l'investissement des agriculteurs qui veulent, dans des bonnes conditions, développer leur production. Donc oui aux petites productions pour les AMAP, pour les ménages, évidemment, tout ça est positif. Mais si on veut aller un peu plus loin dans les restaurations pour les enfants et puis pour les personnes âgées, collectives, il faut appuyer les productions agricoles, notamment maraîchères. Alors, Madame Pio, pour conclure rapidement. Rapidement. Alors, je crois que la question, en fait, était... Voilà, elle a ouvert sur des réponses très intéressantes, mais la question était est-ce que nous, candidats à la députation, nous pouvons avoir en fait un niveau de lecture de tout cela et un niveau de proposition qui soit en fait plus vertical et qui ne traite pas les choses par le petit bout de la lorgnette. Je ne dis pas que tout ce qui a été abordé, c'est le petit bout de la lorgnette, évidemment. Donc moi, je vais répondre à cette question-là. Donc je crois qu'effectivement la question posée c'est qu'est-ce qui pourrait faire qu'on soit en mesure d'aider, de contribuer, on ne pourra pas tout faire tout seul, à construire un État, à élaborer des lois qui soient à la hauteur des enjeux d'une société, enfin dans une société qui est quand même durement touchée par la crise, une société qui va de plus en plus vite, une économie qui est de plus en plus interconnectée, ce qui fait qu'elle en est d'autant plus fragile. Bon, la réponse, en fait, en tout cas la mienne, c'est qu'il va falloir qu'on produise effectivement et qu'on ait une vision des choses qui soit beaucoup plus, qui permettent beaucoup plus de souplesse et qui permettent que les choses s'adaptent beaucoup mieux. Voilà, les lois aujourd'hui, elles peuvent donner un carcan, elles devraient au contraire donner de l'élan, de la dynamique et du souffle.
Donc, très simplement, moi, ce que je propose, en fait, c'est que ça soit la vie de tous les jours qui soit représentée à l'Assemblée nationale. Les femmes, qui amènent souvent une vision différente, parfois plus pragmatique et qui répond peut-être, elles sont capables effectivement de proposer des solutions adaptées. Les citoyens, tout simplement, les chefs d'entreprise, la société civile. Moi, je propose que toutes ces catégories soient mieux représentées à l'Assemblée nationale pour produire en fait des lois qui fassent avancer le pays dans le sens de l'intérêt général. Je crois que tous ici, on a évidemment cette chose en commun de l'intérêt général. Moi, ce que je propose, c'est effectivement une candidature un petit peu différente. Alors, ça répond vraiment à votre question, où en fait, je pense qu'il faut amener maintenant à l'Assemblée nationale des personnalités différentes, des compétences différentes pour être mieux en phase avec ça y est, je vais bloquer sur la dernière phrase. Mieux en phase avec ce dont notre... Oh ben, j'y arrive pas. Ce dont notre pays a besoin, en tout cas. Okay, très bien, merci. Avant de prendre une dernière question, je vais répondre quand même à votre interrogation. Donc, vous êtes 11 candidats dans la circonscription, ce qui est ingérable pour un débat. Hein, voilà. Ensuite, il a fallu que nous prenions des critères qui sont ce qu'ils sont. Donc, nous avons choisi d'inviter les candidats des principaux partis politiques nationaux ou les politiques locaux qui ont un poids conséquent. Voilà. Le Front National ne nous semblait pas, par rapport aux autres partis, avoir forcément le poids conséquent. Et le troisième parti en France, je n'ai pas mémoire qu'il soit le troisième parti ici. Si. Eh bien, passons à la dernière question. Non, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai pas de doute quant aux futurs résultats de ces candidats-là qui, dans les prochains débats que nous organiserons pour les futures échéances, pourront dès lors se prévaloir de leurs bons résultats. Voilà, la dernière question. Oui, bonsoir. J'aurais une question pour M. Valtou, parce qu'il a eu dans son discours, à un moment donné, une réflexion qui m'a profondément troublée. C'est un doux euphémisme. Je suis médecin depuis 30 ans. J'ai une dizaine d'années dans un hôpital. Moi, je ne savais pas, quand j'étais à l'hôpital, que je travaillais pour une entreprise qui devait faire des parts de marché. Je croyais que j'étais bêtement là pour soigner des gens. Et je pense que quand vous dites que l'hôpital public c'est merveilleux, bien sûr, mais il est merveilleux parce que mes confrères hospitaliers font des miracles tous les jours. Et je vous exposerai juste le cas d'un service à Étampes avant de vous poser ma question. À Étampes, il y a un service de pneumo qui est tenu par 2 praticiens à mi-temps qui ont un cabinet en ville. Il y a un an, le fibroscope de l'hôpital est tombé en panne. Ça coûte à peu près 10 000 €. C'est l'instrument qui est fondamental dans la recherche et le diagnostic des cancers du poumon. Donc, le fournisseur leur a prêté un fibroscope en attendant qu'ils en achètent un. Bien entendu, au bout d'un an, il n'y en avait pas eu d'acheté. Le fibroscope de prêt est tombé en panne. Donc, plus de fibroscope, parce que le fournisseur a dit « Attendez, ça fait un an que je vous le prête, maintenant, vous en achetez un. » Donc, il n'y a plus de fibroscopie. Donc, il n'y a plus de malades. Donc, il n'y a plus de consultants. Donc, on n'achète plus de fibro puisqu'il ne fait plus de sous, ce service. Donc, bientôt, vous apprendrez que le service hospitalier de pneumo de Étampes va fermer. Et de petit à petit, c'est comme ça qu'on ferme un hôpital public. Alors, avec ce genre de pratique, comment pensez-vous pouvoir sauver l'hôpital public qui est accessible à tous, sans prendre compte que maintenant, pour nos confrères hospitaliers, ce n'est plus une vocation, c'est un sacerdoce. Alors, sur l'expression qui vous a heurté, part de marché, puisque votre question est partie de là, bon, c'est simplement parce que quand on regarde au niveau pathologie par pathologie ou actes médicaux par actes médicaux, on s'aperçoit qu'effectivement sur beaucoup de ces actes, je voulais dire par là que le public regagnait, alors si on ne dit pas part de marché, regagnait en tout cas de l'importance ou en volume d'actes par rapport au privé, donc le prenez pas mal. Je n'assimilais pas la gestion hospitalière ou la gestion publique des établissements de santé à la gestion privée. Je disais simplement au contraire, et je pense que vous partagez cette affirmation, qu'aujourd'hui, malgré les difficultés, et on va y venir à travers votre exemple, malgré les difficultés, l'hôpital est performant puisqu'il soigne de plus en plus de gens, il accueille de plus en plus de malades, notamment au regard du secteur concurrentiel, du secteur commercial. Voilà, donc le prenez pas mal l'expression de part de marché. Je connais suffisamment les hôpitaux, je connais suffisamment les valeurs du service public, je sais très bien exactement ce qui fonde la qualité et au contraire la spécificité de ce service public, hein, l'accès aux soins pour tous, c'est ce qui fait la noblesse des hôpitaux.
je suis suffisamment bien placé pour la défendre tous les jours. Je porte des discours d'ailleurs qui parfois me mettent un petit peu en porte-à-faux de ma famille politique, même si on est de nombreux élus, même dans cette famille politique, à porter ces discours-là, de la noblesse de l'engagement du secteur public hospitalier et de la nécessité de le conforter. Donc vous ne pouvez pas me faire de mauvais procès pour l'utilisation d'une expression qui voulait simplement dire que l'hôpital, et notamment en chirurgie, quand on dit que 54% des interventions chirurgicales sont faites à l'hôpital, eh ben je peux vous citer 48% il y a quelques années, oui, de 48% à 54%, la part de marché, c'est une expression à gagner et à augmenter, et donc ça veut dire que l'hôpital n'est pas dans la situation misérabiliste que parfois on veut bien le décrire, mais j'en viens à votre exemple, mais au contraire, globalement, les hôpitaux de France, je veux dire, accueillent et aujourd'hui interviennent majoritairement, et je reste sur cet exemple de la chirurgie, interviennent majoritairement lorsqu'il s'agit d'actes chirurgicaux. Voilà, ça c'est pour l'expression. Après, sur l'exemple dont vous me donnez, bon, moi je ne connais pas la situation du service que vous évoquez. Il y a inévitablement, parfois dans la gestion administrative, on le sait, dans les hôpitaux comme ailleurs, dans les collectivités locales ou ailleurs, des lourdeurs, des pesanteurs, des aberrations qui font que parfois on n'est pas réactif, on ne sait pas commander, etc. Donc ne me faites pas réagir sur un petit exemple. Bien sûr que l'hôpital public n'est pas dans une situation tout à fait idyllique. Bien sûr qu'il y a des difficultés. Bien sûr qu'il y a aussi des limitations de personnel. Bien sûr que la tarification à l'activité a peut-être été poussée trop loin et qu'on a voulu, dans certains secteurs qui d'ailleurs fondent le cœur de ce qu'est le service public, par exemple les services d'urgence, un certain nombre d'autres services, sur lesquels effectivement c'est l'hôpital public qui porte aujourd'hui ces interventions. Peut-être qu'on a poussé trop loin la tarification à l'activité. Moi je plaide pour qu'on revoie cette tarification à l'activité et notamment pour qu'on sacralise ce que les hôpitaux portent de mission de service public, qui aujourd'hui est mal financé dans le système et qu'on doit absolument conforter en revenant à des dotations. Maintenant, la tarification à l'activité, elle a permis aussi de dynamiser la gestion hospitalière, puisqu'elle a permis de faire un lien entre l'activité et le financement. Et qu'on est sorti d'un système préhistorique où chaque année, les directeurs, emmenant par la main leur président de conseil d'administration à l'époque, c'était avant la loi Bachelot, allaient voir le ministre pour essayer de négocier l'enveloppe la plus importante. Et plus on avait de poids politique, plus on avait une enveloppe. Et moins on avait de poids politique, moins on avait de chance d'avoir une enveloppe. Et quand le gouvernement était de droite, et qu'on était de droite, et quand le gouvernement était de gauche, etc. Vous m'avez compris. Donc on est sorti de ce système un peu aberrant, d'une enveloppe qu'on redonnait ou qu'on allait renégocier chaque année pour lier le financement des établissements avec l'activité. Ça ne veut pas dire qu'il faut pousser ce système partout, et je le redis, moi je suis pour qu'on sacralise ce qui relève des missions de service public, ce qui relève je donnais l'exemple des urgences, mais on peut en donner d'autres, puisque la noblesse de l'hôpital, c'est d'accueillir tout le monde selon sa pathologie et quelle que soit sa condition sociale. N'importe qui rentre à l'hôpital avec une maladie doit être soigné selon le meilleur de ce que la médecine peut lui offrir, et quelle que soit sa condition sociale. Donc il faut veiller à ça, c'est pas simple, c'est pas facile. Donc je ne suis pas non plus un adorateur de la tarification à l'activité. Je combats aussi, ce qui me met là aussi en porte-à-faux avec ma famille politique, je combats aussi la convergence tarifaire. Parce que les hôpitaux et les cliniques ne pratiquent pas la même médecine. Et qu'à partir de là, on ne peut pas dire une même intervention, un même acte doit coûter la même chose ou rapporter la même chose à un hôpital et à une clinique. Je prends un exemple que je donne parfois. On a fait de la convergence tarifaire sur les affections de la bouche. Or, qu'est-ce qu'on constate dans la réalité? Les cliniques font souvent les extractions dentaires, les dents de sagesse, et les hôpitaux font les cancers de la bouche. On voit bien derrière que même si c'est le même tarif au niveau de la sécurité sociale, ce n'est pas le même acte, ce n'est pas la même prise en charge, c'est sans doute même pas le même suivi du patient. Bon, voilà, donc il faut sortir de cette convergence tarifaire. Non pas qu'il faille que le public, parce qu'il est public, doit forcément faire plus cher, mais parce qu'on doit regarder pathologie par pathologie, acte par acte, effectivement ce qu'il y a derrière et comment se situent les interventions, et notamment à l'hôpital. Voilà, je pourrais être plus long dans ma démonstration. Bien sûr qu'il y a des efforts de gestion à faire dans les hôpitaux, des modernisations de la gestion, mais je veux dire, vous ne pouvez pas me mettre en porte-à-faux sur mon engagement au service de l'hôpital public. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup de votre participation, messieurs les candidats, madame les candidates. Le public, c'était une belle aventure, je pense, un beau challenge qu'on a partagé ensemble. Vous trouverez toutes les informations dans le journal de lundi, compte rendu, photo, tout ce qu'il faut. Et voilà, je vous souhaite. Et sur le site internet de la REP, voilà. Oui, mais ça, on a 3 quarts d'heure de retard sur le.
Allez-y, rapidement. Alors. Je vous demande 2 minutes. Oui, allez-y. Est-ce que mesdames et messieurs me les accordent? Oui. Si les réponses sont courtes, oui. Alors, j'ai pas besoin de micro. Vous l'êtes tout de suite. Alors, citoyen Galine, inscrit à l'UMP avant. Je m'adresse particulièrement à monsieur Valtou. Tout à l'heure, avec beaucoup d'éloquence, vous nous avez parlé des poids lourds. Mais moi, avec beaucoup moins d'éloquence, je voudrais vous parler des poids lourds de l'UMP. Oui. Alors, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que les poids lourds de l'UMP, voire les deuxièmes couteaux, n'ont pas assez mouillé la cheville. Bon, c'est comme ça, c'est mon intuition. Monsieur Sarkozy n'a pas été réélu, c'est la démocratie, dont acte, on n'en parle plus. Il faut voter Sarkisian. Maintenant, on en est aux législatives. L'UMP toujours. On a une candidate qui nous dit « Je suis investi par le parti ». L'autre dit « C'est moi le meilleur ». Alors, qui croire? J'ai l'impression, mesdames et messieurs, de l'UMP, qu'on est en train de jouer à qui perd perd. Ça, c'est la question que je voulais vous poser. Alors maintenant, je vais finir. Étant donné que je suis un homme de droite, je ne vais pas aller voter à gauche. Donc, il n'est pas question... Il faut voter au centre. Monsieur Jean-François Robinet, qui connaît bien ces dossiers, la compétence et l'expérience ne peuvent pas être mises en doute. C'est une question, ça. Je vous laisse répondre. Bon. Ça fait au moins une voix, Jean-François. Une conclusion. Au moins une voix. Non. Si vous voulez que j'abonde au panégyrique que vous faites de Jean-François Robinet, ça me met un peu mal à l'aise. Mais je vais répondre au début de votre question. Aujourd'hui, on est dans une situation dans la circonscription qui permet d'offrir une pluralité de candidatures, une primaire à droite. 45 ans d'un même député, c'est légitime, opportun de pouvoir interroger les électeurs de droite et qu'ils choisissent, selon eux, qui doit porter les couleurs de la droite au deuxième tour. C'est une élection à 2 tours. Donc il faut profiter pleinement de cette occasion, une fois tous les 45 ans. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur de choisir. Voilà. Élire, c'est choisir. Alors, un mot de conclusion pour dire merci, et merci monsieur, vous êtes très, très aimable, qu'il ne faut pas oublier que c'est une élection de députés. Donc notre temps se partagera évidemment sur notre territoire, mais il ne faut pas oublier non plus que le député il doit être présent à l'Assemblée nationale et qu'on ne doit pas voir les sièges vides à l'Assemblée nationale, donc que celui qui sera élu, il faudra qu'il y aille. Moi, je rajouterais aussi, une fois tous les 45 ans, c'est peut-être juste dommage d'imaginer que ça serait uniquement pour départager des candidats de droite. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.